Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas encore. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous. Malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre, je m'approche, moi, de vous. Les mains ouvertes, les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous. Comme le crépuscule approche cette lumière première, doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant tout en bas dans la rue l'homme et l'animal tirer sur la laisse et se montrer sauvagement les dents. Non pas que j'ai deviné ce que vous pouvez désirer, ni que je sois pressé de le connaître. Car le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu'on contemple comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé, qu'on prend son temps avant de percer. Comme un cadeau que l'on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Mais c'est que j'ai moi-même désiré depuis le temps que je suis à cette place, tout ce que tout homme ou animal peut désirer à cette heure d'obscurité, et qui le fait sortir hors de chez lui, malgré les grognements sauvages des hommes et des animaux insatisfaits. Voilà pourquoi je sais, mieux que l'acheteur inquiet qui garde encore un temps son mystère, comme une petite vierge élevée pour être putain, que ce que vous me demanderez, je l'ai déjà, et qu'il vous suffit à vous, sans vous sentir blessé par l'apparente injustice qu'il y a à être le demandeur face à celui qui propose, de me le demander. Puisqu'il n'y a pas de vraie injustice sur cette terre, autre que l'injustice de la terre elle-même, stérile par le froid, stérile par le chaud, et rarement fertile par le doux mélange du chaud et du froid, il n'y a pas d'injustice pour qui marche sur la même portion de terre, soumise au même froid, ou au même chaud, ou au même doux mélange. Et tout homme ou animal qui peut regarder un autre homme ou animal dans les yeux est son égal, car il marche sur la même ligne fine et plate de latitude, esclave des mêmes froids, des mêmes chaleurs, riche de même et de même pauvre. Et la seule frontière qui existe est celle entre l'acheteur et le vendeur, mais incertaine, tous deux possédant le désir et l'objet du désir, à la fois creux et saillant, mais avec moins d'injustice encore qu'il y a à être mâle ou femelle parmi les hommes ou les animaux. C'est pourquoi j'emprunte provisoirement l'humilité et je vous laisse l'arrogance, afin que nous nous distinguions l'un de l'autre à cette heure qui est inéluctablement la même pour vous et pour moi. Dites-moi donc, vierge mélancolique, à cette heure où grognent sourdement hommes et animaux insatisfaits, dites-moi la chose que vous désirez et que je peux vous fournir, et je vous la fournirai doucement, peut-être affectueusement,
après avoir comblé les creux et aplani les monts qui sont en nous, nous nous éloignerons l'un de l'autre. En équilibre, sur le mince et plat fil de notre latitude, satisfait au milieu des hommes et des animaux, insatisfaits d'être hommes et insatisfaits d'être animaux. Mais ne me demandez pas de deviner votre désir. Je serai obligé d'énumérer tout ce que je possède depuis que je suis ici pour satisfaire ce qui passe devant moi. Et le temps qui serait nécessaire à cette énumération dessécherait mon cœur et fatiguerait sans doute votre espoir. Je ne marche pas en un certain endroit et une certaine heure. Je marche tout court, allant d'un point à un autre, pour affaires privées qui se traitent en ces points et non pas en parcours. Je ne connais aucun crépuscule, ni aucune sorte de désir. Et je veux ignorer les accidents de mon parcours. J'allais de cette fenêtre éclairée, derrière moi, là-haut, à cette autre fenêtre éclairée, là-bas, devant moi, selon une ligne bien droite, qui passe à travers vous parce que vous vous y êtes délibérément placé. Or, il n'existe aucun moyen qui permette à qui se rend d'une hauteur à une autre hauteur d'éviter de descendre pour devoir remonter ensuite, avec l'absurdité de deux mouvements qui s'annulent et le risque, entre les deux, d'écraser à chaque pas les déchets jetés par les fenêtres. Plus on habite haut, plus l'espace est sain, mais plus la chute est dure. Et lorsque l'ascenseur vous a déposé en bas, il vous condamne à marcher au milieu de tout ce dont on n'a pas voulu là-haut, au milieu d'un tas de souvenirs pourrissants. Comme au restaurant, lorsqu'un garçon vous fait la note et énumère à vos oreilles écœurées tous les plats que vous digérez déjà depuis longtemps. Il aurait d'ailleurs fallu que l'obscurité fût plus épaisse encore et que je ne puisse rien apercevoir de votre visage. Alors peut-être j'aurais pu me tromper sur la légitimité de votre présence et de l'écart que vous faisiez pour vous placer sur mon chemin, et à mon tour, faire un écart qui s'accommodât au vôtre. Mais quelle obscurité serait assez épaisse pour vous faire paraître moins obscure qu'elle? Il n'est pas de nuit sans lune qui paraisse être midi si vous vous y promenez. Et ce midi-là me montre assez que ce n'est pas le hasard des ascenseurs qui vous a placé ici, mais une imprescriptible loi de pesanteur que vous portez sur les épaules, visible comme un sac, qui vous attache en ce lieu et en cette heure d'où vous évaluez en soupirant la hauteur des immeubles. Quant à ce que je désire, s'il était quelque désir dont je puisse me souvenir ici, dans l'obscurité du crépuscule, au milieu de grognements d'animaux dont on n'aperçoit même pas la queue, outre ce très certain désir que j'ai de vous voir laisser tomber l'humilité et que vous ne me fassiez pas cadeau de l'arrogance, car si j'ai quelque faiblesse pour l'arrogance, je hais l'humilité chez moi et chez les autres, et cet échange me déplaît. Ce que je désirerais, vous ne l'auriez certainement pas. Mon désir, s'il en est un, si je vous l'exprimais, brûlerait votre visage, vous ferait retirer les mains avec un cri, et vous vous enfuiriez dans l'obscurité comme un chien qui court si vite qu'on n'aperçoit pas la queue. Mais non. Le trouble de ce lieu et de cette heure me fait oublier si j'ai jamais eu quelque désir que je pourrais me rappeler. Non. Je n'en ai pas plus que d'offres à vous faire.
Et il va bien falloir que vous fassiez un écart pour que je n'en ai pas à faire. Que vous déménagiez de l'axe que je suivais. Que vous vous allumiez. Car cette lumière, là-haut, en haut de l'immeuble dont s'approche l'obscurité, continue imperturbablement de briller. Elle troue cette obscurité comme une allumette enflammée, troue le chiffon qui prétend l'étouffer. Vous avez raison de penser que je ne descends de nulle part et que je n'ai nulle intention de monter. Mais vous auriez tort de croire que j'en éprouve du regret. J'évite les ascenseurs comme un chien évite l'eau. Non pas qu'ils refusent de m'ouvrir leurs portes, ni que je répugne à m'y enfermer. Mais les ascenseurs en mouvement me chatouillent, et j'y perds ma dignité. Et si j'aime être chatouillé, j'aime pouvoir ne plus l'être dès que ma dignité l'exige. Il en est des ascenseurs comme de certaines drogues. Trop d'usage peut nous rendre flottants. Jamais monté, jamais descendu. Prenant des lignes courbes pour des lignes droites et glaçant le feu en son centre. Pourtant, depuis le temps que je suis ici, je sais reconnaître les flammes qui, de loin, derrière les vitres, sont glacées comme des crépuscules d'hiver, mais dont il suffit de s'approcher, doucement, peut-être avec affection, pour se souvenir qu'il n'est point de lueur définitivement froide, et que mon but n'est pas de vous éteindre, mais de vous abriter du vent, et de sécher l'humidité de cette heure à la chaleur de cette flamme. Car quoi que vous en disiez, la ligne sur laquelle vous marchiez, de droite peut-être qu'elle était, est devenue tordue lorsque vous m'avez aperçu, et j'ai saisi le moment précis où vous m'avez aperçu, par le moment précis où votre chemin devint courbe. Et non pas courbe pour vous éloigner de moi, mais courbe pour venir à moi. Sinon, nous ne nous serions jamais rencontrés, mais vous vous seriez éloigné de moi davantage. Car vous vous déplacez à la vitesse de celui qui va d'un point à un autre, et je ne vous aurais jamais rattrapé, car je ne me déplace que lentement, tranquillement, presque immobilement, de la démarche de celui qui ne va pas d'un point à un autre, mais qui, à une place invariable, guette celui qui passe devant lui et attend qu'il modifie légèrement son parcours. Et si je dis que vous fîtes une courbe, et que sans doute vous allez prétendre que c'était un écart pour m'éviter, que j'affirmerai en réponse que ce fut un mouvement pour vous approcher de moi, sans doute, est-ce parce qu'en fin de compte vous n'avez pas dévié? Que toute ligne droite n'existe que relativement à un plan? Que nous bougeons selon deux plans distincts et qu'en toute fin de compte, il n'existe que le fait que vous m'ayez regardé et que j'ai intercepté ce regard, ou l'inverse, et que, partant d'absolu qu'elle était, la ligne sur laquelle vous marchiez est devenue relative et complexe, ni courbe, ni droite, mais fatale. Cependant, je n'ai pas pour vous plaire de désirs illicites. Mon commerce à moi, je le fais aux heures homologuées du jour, dans les lieux de commerce homologués et illuminés d'éclairage électrique. Peut-être suis-je putain, mais si je le suis, mon bordel n'est pas de ce monde-ci. Il s'étale le mien, à la lumière légale, et ferme ses portes le soir, timbré par la loi et éclairé par la lumière électrique. Car même la lumière du soleil n'est pas fiable et a des complaisances. Qu'attendez-vous, vous, d'un homme qui ne fait pas un pas qui ne soit homologué et timbré et légal, et inondé de lumière électrique en ses moindres recoins?
Et si je suis ici, en parcours, en déplacement, en suspension, en attente, hors lieu, hors vie, provisoire, pratiquement absent, pour ainsi dire, pas là. Car dit-on d'un homme qui traverse l'Atlantique en avion qu'il est à tel moment au Groenland? Et l'est-il vraiment? Ou au cœur tumultueux de l'océan? Et si j'ai fait un écart, bien que ma ligne droite, du point d'où je viens au point où je vais, n'ait pas de raison aucune d'être tordue tout à coup, c'est que vous me parlez de chemin, plein d'intentions illicites et de présomptions à mon égard d'intentions illicites. Or sachez que ce qui me répugne le plus au monde, plus même que l'activité illicite, plus que l'intention illicite elle-même, c'est le regard de celui qui vous présume plein d'intentions illicites et familier d'en avoir. Non pas seulement à cause de ce regard lui-même, trouble pourtant, au point de rendre trouble un torrent de montagne. Et votre regard à vous ferait remonter la bouffe en un verre d'eau. Mais parce que, du seul poids de ce regard sur moi, la virginité qui est en moi se sent soudain violée, l'innocence coupable, et la ligne droite, censée me mener d'un point lumineux à un autre point lumineux, devient, à cause de vous, crochu et labyrinthe obscur, dans l'obscur territoire où je me suis perdu. Vous tâchez de glisser une épine sous la selle de mon cheval pour qu'il s'énerve et s'emballe. Mais si mon cheval est nerveux et parfois un dossier, je le tiens avec une courte bride et il ne s'emballe pas si facilement. Une épine, pas une lame. Il sait l'épaisseur de son cuir et peut s'accommoder de la démangeaison. Cependant, qui connaît tout à fait les humeurs des chevaux, parfois ils supportent une aiguille dans leur flanc. Parfois une poussière restée sous le harnais peut les faire ruer et tourner sur eux-mêmes et désarçonner le cavalier. Sachez donc que si je vous parle à cette heure et en ce lieu, ainsi, doucement, peut-être encore avec respect, ce n'est pas comme vous. Par la force des choses, selon un langage qui vous fait reconnaître comme celui qui a peur, d'une petite peur aiguë, insensée, provisible. Comme celle d'un enfant pour la possible taloche de son père. Moi, j'ai le langage de celui qui ne se fait pas reconnaître. Le langage de ce territoire, de cette part du temps où l'homme tire sur la laisse et où les porcs se cognent la tête contre l'enclos. Moi, je tiens ma langue comme un étalon par la bride pour qu'il ne se jette pas sur la jument. Car si je lâchais la bride, si je détendais légèrement la pression de mes doigts et la traction de mes bras, mes mots me désarçonneraient moi-même et se jetteraient vers l'horizon avec la violence du cheval arabe qui sent le désert et que plus rien ne peut freiner. C'est pourquoi, sans vous connaître, je vous ai dès le premier mot traité correctement. Dès le premier pas que j'ai fait vers vous, un pas humble, respectueux, sans savoir si quoi que ce soit chez vous méritait le respect, sans rien connaître de vous qui puisse me faire savoir si la comparaison de nos deux états autorisait que je sois humble et vous arrogant. Et je vous ai laissé l'arrogance à cause de l'heure du crépuscule à laquelle nous nous tenons tous les deux. Parce que l'heure du crépuscule à laquelle vous vous êtes approché de moi est celle où la correction n'est plus obligatoire, mais nécessaire, où plus rien n'est obligatoire que le rapport sauvage en l'obscurité. Et j'aurais pu tomber sur vous comme un chiffon sur la flamme d'une bougie. Et j'aurais pu vous prendre par le col de la chemise, par surprise. Mais
Cette correction nécessaire et gratuite que je vous ai offerte vous lie à moi. Ne serait-ce que parce que j'aurais pu, par orgueil, marcher sur vous comme une botte écrase un papier gras. Mais je savais, à cause de cette taille qui fait notre différence première, et à cette heure et en ce lieu, seule la taille fait la différence. Nous savons tous deux qui est la botte et qui le papier gras. Toutefois, je l'ai fait. Sachez que j'aurais désiré ne pas vous avoir regardé. Le regard se promène et se pose et croit être en terrain neutre et libre, comme une abeille dans un champ de fleurs, comme le museau d'une vache dans l'espace clôturé d'une prairie. Mais que faire de son regard? Regarder vers le ciel me rend nostalgique et fixer le sol m'attriste. Regretter quelque chose et se souvenir qu'on ne l'a pas sont tous deux également accablants. Alors, il faut bien regarder devant soi, à sa hauteur, quel que soit le niveau où le pied est provisoirement posé. C'est pourquoi, quand je marchais là où je marchais à l'instant et où je suis maintenant à l'arrêt, mon regard devait heurter tôt ou tard toute chose posée ou marchant à la même hauteur que moi. Or, de par la distance et les lois de la perspective, tout animal et tout homme est provisoirement et approximativement à la même hauteur que moi. Peut-être qu'en effet, la seule différence qui nous reste pour nous distinguer, ou la seule injustice si vous préférez, est celle qui fait que l'un a vaguement peur d'une taloche possible de l'autre, et la seule ressemblance, ou la seule justice si vous préférez, est l'ignorance où l'on est du degré selon lequel cette peur est partagée, du degré de réalité future de ces taloches, du degré respectif de leur violence. Ainsi, ne faisons-nous rien d'autre que reproduire le rapport ordinaire des hommes et des animaux entre eux, aux heures et aux lieux illicites et ténébreux, que ni la loi, ni l'électricité n'ont investi. C'est pourquoi, par haine des animaux et par haine des hommes, je préfère la loi et je préfère la lumière électrique. Et j'ai raison de croire que toute lumière naturelle et tout air non filtré et la température des saisons non corrigées fait le monde hasardeux. Car il n'y a point de paix ni de droit dans les éléments naturels. Il n'y a pas de commerce dans le commerce illicite. Il n'y a que la menace et la fuite et le coût sans objet à vendre et sans objet à acheter, sans monnaie valable, sans échelle des prix. Ténèbres. Ténèbres des hommes qui s'abordent dans la nuit. Et si vous m'avez abordé, c'est parce que finalement, vous voulez me frapper. Et si je vous demandais pourquoi vous voulez me frapper, vous me répondriez, je le sais, que c'est pour une raison secrète à vous, qu'il n'est pas nécessaire sans doute que je connaisse.
Alors je ne vous demanderai rien. Parle-t-on à une tuile qui tombe du toit et va vous fracasser le crâne? On est une abeille qui s'est posée sur la mauvaise fleur. On est le museau de la vache qui a voulu brouter de l'autre côté de la clôture électrique. On se tait ou l'on fuit. On regrette. On attend. On fait ce que l'on peut. Motif insensé, illégalité, ténèbres. J'ai mis le pied dans un ruisseau d'étable où coulent des mystères comme déchets d'animaux. Et c'est de ces mystères et de cette obscurité qui sont vôtres qu'est issue la règle qui veut qu'entre deux hommes qui se rencontrent, il faille toujours choisir d'être celui qui attaque. Et sans doute, à cette heure et en ce lieu, faudrait-il s'approcher de tout homme ou animal sur lequel le regard s'est posé, le frapper et lui dire « Je ne sais pas s'il était dans votre intention de me frapper moi-même, pour une raison insensée et mystérieuse que de toute façon, vous n'auriez pas cru nécessaire de me faire connaître. Mais quoi qu'il en soit, j'ai préféré le faire le premier. Et ma raison, si elle n'est pas secrète, et du moins point mystérieuse, c'est qu'il flottait, de par ma présence et de par la vôtre, et de par la conjonction accidentelle de nos regards, la possibilité que vous me frappiez le premier, et j'ai préféré être la tuile qui tombe plutôt que le crâne, le museau de la vache, plutôt que l'abeille sur la fleur. Sinon, s'il était vrai que nous soyons, vous, le vendeur, en possession d'une marchandise si mystérieuse que vous refusez de les dévoiler et que je n'ai aucun moyen de les deviner, et moi, l'acheteur, avec un désir si secret que je l'ignore moi-même et qu'il me faudrait, pour m'assurer d'en avoir un, gratter le souvenir comme la croûte pour faire couler le sang. Si cela était vrai, pourquoi continuez-vous à les garder enfouies, vos marchandises, alors que je me suis arrêté, que je suis là et que j'attends, comme dans un gros sac scellé que vous portez sur les épaules, comme une impalpable loi de pesanteur, comme s'il n'existait pas, ne devait être qu'en épousant la forme d'un désir, semblable aux rabatteurs devant les boîtes de striptease qui vous accrochent par les coudes lorsque vous rentrez la nuit vous coucher et qui vous glissent à l'oreille. Elle est là, ce soir. Alors que si vous les montriez, si vous donniez un nom à votre offre, chose licite ou illicite, mais nommée, et alors jugeable du moins, si vous me les nommiez, je saurais dire non. Et je ne me sentirais plus comme un arbre secoué par un vent venant de nulle part et qui ébranle ses racines. Car je sais dire non. Et j'aime dire non. Je serais capable de vous éblouir de mes noms, de vous faire découvrir toutes les façons qu'il y a de dire non, qui commencent par toutes les façons qu'il y a de dire oui. Comme les coquettes qui essayent toutes les chaussures et toutes les chemises pour n'en prendre aucune. Et le plaisir qu'elles ont à toutes les essayer. Les fêtes du plaisir qu'elles ont de toutes les refuser. Décidez-vous! Montrez-vous! Êtes-vous la brute qui écrase le pavé? Ou êtes-vous commerçant? Dans ce cas, étalez votre marchandise et l'on s'attardera à la regarder. C'est parce que je veux être commerçant, et non brut, mais vrai commerçant, que je ne vous dis pas ce que je possède et que je vous propose.
je ne veux pas endurer de refus, qui est la chose au monde que tout commerçant redoute le plus. Parce que c'est une arme dont il ne dispose pas lui-même. Ainsi, je n'ai jamais appris à dire non, et je ne veux point l'apprendre. Mais toutes les sortes de oui, je les sais. Oui, attendez un peu. Attendez beaucoup. Attendez une éternité avec moi, là. Oui, je l'ai. Je l'aurai. Je l'avais et je l'aurai pour vous. Je ne l'ai jamais eu, mais je l'aurai. Et que l'on vienne me dire, mettons qu'on ait un désir, qu'on l'a vu, et que vous n'ayez rien pour le satisfaire, je dirais, j'ai ce qu'il faut pour le satisfaire. Et si l'on me disait, imaginez pourtant que vous ne l'ayez pas, même en imaginant, j'ai ce qu'il faut. Et que l'on vienne me dire, mettons qu'en fin de compte, ce désir soit tel qu'absolument vous ne vouliez même pas avoir l'idée de ce qu'il faut pour le satisfaire. Eh bien, même en ne le voulant pas, malgré cela, j'ai ce qu'il faut, quand même. Mais plus un vendeur est correct, plus l'acheteur est pervers. Tout vendeur cherche à satisfaire un désir qu'il ne connaît pas encore, tandis que l'acheteur soumet son désir à la satisfaction première de pouvoir refuser ce qu'on lui propose. Son désir, inavoué, est exalté par le refus, et il oublie son désir dans le plaisir qu'il a d'humilier le vendeur. Mais je ne suis pas de la race des commerçants qui inversent leur enseigne pour satisfaire le goût du client, pour la colère et la confusion. Je ne suis pas là pour donner du plaisir, mais pour combler l'abîme du désir, rappeler le désir, obliger le désir à avoir un nom, le traîner jusqu'à terre, lui donner une forme et un poids, avec la cruauté nécessaire qu'il y a à donner une forme et un poids au désir. Et parce que je vois le vôtre couler au coin de vos lèvres, que vos lèvres ravalent, j'attendrai qu'il coule le long de votre menton, ou que vous le crachiez avant de vous tendre un mouchoir. Parce que si je vous le tendais trop tôt, vous me le refuseriez. Et c'est une souffrance que je ne veux point souffrir. Car ce que tout homme ou animal redoute à cette heure où l'homme marche à la même hauteur que l'animal, et où tout animal marche à la même hauteur que tout homme, ce n'est pas la souffrance. La souffrance se mesure. La capacité d'infliger et de tolérer la souffrance se mesure. Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est l'étrangeté de la souffrance. D'être amené à endurer une souffrance qui ne lui soit pas familière. Ainsi, la distance qui se maintiendra toujours entre les brutes et les demoiselles de ce monde vient, non pas de l'évaluation respective des forces, parce qu'alors le monde serait simple. Il se diviserait entre les brutes et les demoiselles, toute brute se jetterait sur chaque demoiselle et le monde serait simple. Mais ce qui maintient la brute, et la maintiendra encore des éternités à distance de la demoiselle, c'est le mystère infini, et l'infinie étrangeté des âmes, comme ces petites bombes qu'elles portent dans leur sac à main, et dont elles projettent parfois le liquide dans les yeux des brutes pour les faire pleurer. Et on voit alors brusquement les brutes pleurer devant les demoiselles. Toute dignité anéantie. Ni homme, ni animal. Devenir rien que des larmes de honte dans la terre d'un champ. C'est pourquoi brutes et demoiselles se méfient et se craignent tout autant. Parce qu'on n'inflige que des souffrances qu'on peut soi-même supporter. Et qu'on ne craint que les souffrances qu'on n'est pas soi-même capable d'infliger. Alors, ne me
Et s'il s'agit de ne point blesser votre dignité, eh bien, dites-le comme on le dit à un arbre, ou face au mur d'une prison, ou dans la solitude d'un champ de coton, dans lequel on se promène nu la nuit. De me le dire sans même le regarder. Car la vraie violence de cette terre, ce n'est pas qu'un homme blesse l'autre, ou le torture, ou le mutile, ou lui arrache les mains et la tête, ni même le fasse pleurer. La vraie et terrible violence, c'est celle de l'homme ou de l'animal, qui rend l'homme ou l'animal inachevé, qui l'interrompt comme des points de suspension au milieu d'une phrase, qui se détourne de lui après l'avoir regardé, qui fait de l'homme ou de l'animal une erreur du regard, une erreur du jugement, une erreur. Comme une lettre qu'on a commencé à écrire et que l'on froisse brutalement juste après avoir écrit la date. Vous êtes un bandit trop étrange, qui ne vole rien, ou tarde trop à voler. Un maraudeur excentrique, qui s'introduit la nuit dans le verger pour secouer les arbres, qui s'en va sans ramasser les fruits. C'est vous qui êtes le familier de ces lieux, et j'en suis l'étranger. Je suis celui qui a peur, et qui a raison d'avoir peur. Je suis celui qui ne vous connaît pas, qui ne peut me connaître, qui ne fait que supposer votre silhouette dans l'obscurité. C'était à vous de deviner, de nommer quelque chose. Et alors peut-être, d'un mouvement de la tête, j'aurais approuvé, d'un signe, vous auriez su. Mais je ne veux pas que mon désir soit répandu pour rien comme du sang sur une terre étrangère. Vous ne risquez rien. Vous connaissez de moi l'inquiétude et l'hésitation et la méfiance. Vous savez d'où je viens et où je vais. Vous connaissez ces rues. Vous connaissez cette heure. Vous connaissez vos plans. Moi, je ne connais rien. Et moi, je risque tout. Devant vous, je suis comme devant ces hommes travestis en femmes qui se déguisent en hommes. À la fin, on ne sait plus où est le sexe. Car votre main s'est posée sur moi comme celle du bandit sur sa victime, ou comme celle de la loi sur le bandit. Et depuis lors, je souffre. Ignorant de ma fatalité. Ignorant si je suis jugé ou complice de ne pas savoir ce dont je souffre. Je souffre de ne pas savoir quelle blessure vous me faites et par où s'écoule mon sang. Peut-être êtes-vous plus retors qu'étrange. Peut-être êtes-vous qu'un serviteur déguisé de la loi, comme la loi en sécrète à l'image du bandit pour traquer le bandit. Peut-être êtes-vous finalement plus loyal que moi. Et alors pour rien, par accident, sans que j'ai rien dit, ni rien voulu, parce que je ne savais pas qui vous êtes. Parce que je suis l'étranger qui ne connaît pas la langue, ni les usages, ni ce qui est, ici, mal ou convenu, et qui agit comme ébloui, perdu. C'est comme si je vous avais demandé quelque chose. C'est comme si je vous avais demandé la pire chose qui soit, et que je serais coupable d'avoir demandé. Un désir comme du sang à vos pieds a coulé hors de moi. Un désir que je ne connais pas et ne reconnais pas. Un désir que vous êtes seul à connaître et que vous jugez. Si on est ainsi, si vous tâchez, avec l'empressement suspect du traître, de m'acculer à agir avec ou contre vous, pour que dans tous les cas je sois coupable, si c'est cela, reconnaissez du moins
que je n'ai point encore agi, ni pour, ni contre vous, que l'on n'a rien encore à me reprocher, que je suis resté honnête jusqu'à cet instant.